Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition des JT sur Zaï TV. Donc voici le sommet. Le président Patrice Talon a reçu en audience le mardi 8 octobre 2024 une délégation de la FIFA conduite par Gelson Fernandez, directeur des associations membres Afrique à la FIFA, à la substance de leur échange à la fin de cette audience dans ce 19e. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les présidents des institutions, le haut commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, a été reçu en audience par le président de l'institution de régulation des médias, Edouard Loko. C'était le vendredi dernier, le point de leur échange dans un instant. Le Bénin a conclu un accord de suppression mutuelle de visas avec 6 pays d'Afrique, de l'Amérique et de la Caraïbe. C'était lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition en séjour au Bénin dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale du coton. Gelson Fernandez, directeur des associations membres Afrique à la Fédération internationale de football FIFA, a été reçu en audience le mardi 8 octobre 2024 au palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon. Était également présent à cette audience le ministre béninois des Sports Benoît Dato, le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, Jimmy Adovi Boko, conseiller technique du ministre des Sports, Gilles Chekete, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des importations à pièces. Au thème de l'audience, le directeur des associations membres Afrique à la FIFA a déclaré à la presse que la FIFA et le gouvernement béninois vont continuer à faire chemin ensemble afin de donner de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Suivons ensemble ces propos et celui du ministre béninois des Sports, Benoît Dato. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement du football. La relecture du code électoral en vue des élections générales de 2026 est une préoccupation de la société civile. Dans la mobilisation des acteurs politiques pour cette cause, le député Malik Gomina donne
quelques conseils au cours d'une table ronde virtuelle organisée le 10 octobre 2024 par le think tank Wati en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer sur les réformes électorales et perspectives politiques au Bénin. Le député Malik Seibou Gomina ne trouve pas mauvais la démarche. Il demande à la société civile, je cite, de continuer par ses appels à tous les acteurs de tous les camps. Fin de citation. Il estime que ce faisant, le message de la société civile peut passer. Il estime que ce qui est souhaité est que la requête de la société civile soit entendue par tous les camps afin d'aller vers ce qui sera bon pour le pays. Je cite, je pense qu'a priori, aucune porte n'est fermée, mais que le dialogue se fasse et que les uns ne soient pas stigmatisés. Fin de citation. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a été reçue en audience par le chef de l'État Patrice Talon. Cette audience, obtenue en marge de la tenue à Cotonou de la Journée mondiale du coton, a pour objectif de remercier le gouvernement béninois qui a mis tout en œuvre pour la réussite de l'événement. À sa sortie de l'audience, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce s'est confiée aux professionnels des médias. Dans sa déclaration, Ngozi Okonjo-Iweala a réitéré sa gratitude au chef de l'État pour la réussite de l'événement. Suivons ensemble un extrait de sa déclaration. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance. C'est pourquoi on a choisi le pays Bénin pour la première célébration en Afrique. Les pays du C4 de la Côte d'Ivoire, une délégation de l'Organisation mondiale du commerce, conduite par sa directrice générale de la Fédération internationale de football, association FIFA, et d'experts ont visité le lundi 7 octobre 2024 la zone industrielle de Glodjibé. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du coton, a pour objectif d'évaluer les capacités industrielles du Bénin à soutenir la croissance de la filière coton dans la région. Au cours de la visite, la délégation accompagnée par la ministre de l'Industrie et du commerce Chadia Assouman a eu droit à une séance d'explication avec le directeur de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie SIPI Bénin, structure en charge de l'exploitation de la zone. Janvier 2025, les pays du C4+ vont recevoir leur première commande de maillots 100% Made in Africa. Une annonce faite par le président de la FIFA lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale du coton à Cotonou le 7 octobre dernier. Des maillots destinés à équiper les équipes pour la Coupe du Monde et d'autres compétitions de la FIFA. Grâce au pouvoir du football, le sport le plus populaire au monde, nous espérons contribuer au développement de chaînes de valeur modernes et durables dans toute l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la transformation du coton en textile. Notre soutien passe par des mesures concrètes. C'est ainsi qu'à partir de janvier, nous commencerons à produire des kits destinés aux élèves et aux enseignants à travers toute l'Afrique dans le cadre du programme Football for Schools de la FIFA. C'est donc pour voir l'aptitude du Bénin à honorer son engagement qu'une délégation de la FIFA, de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que des ministres des pays du C4 plus la Côte d'Ivoire ont visité la zone industrielle de Glodjibé, une descente pour évaluer les capacités industrielles du Bénin à soutenir la croissance de la filière coton dans la région. Après la visite guidée de quelques usines, dont celle intégrée de textile et son centre de formation, la directrice
directrice de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala et sa suite ont félicité le gouvernement pour la qualité exceptionnelle du coton et les capacités de production de vêtements dans la zone industrielle. Il faut rappeler que la Fédération internationale de football association et l'Organisation mondiale du commerce ont scellé en 2022 un partenariat pour valoriser la filière coton dans les pays producteurs africains. Ce partenariat pour le coton a pour ambition d'utiliser la visibilité mondiale du football pour promouvoir les produits issus du coton africain tout en soutenant les producteurs locaux. En marge du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en France au sein de la Cité internationale de la langue française, le Bénin a participé au premier salon des innovations en français Francotech qui s'est tenu les 3 et 4 octobre 2024 à Station F à Paris. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, a été invité à ce salon pour animer un panel au cours duquel il a présenté les avancées du Bénin dans plusieurs domaines de l'innovation. Suivons dans cette capsule vidéo son argumentaire. Au-delà de la culture, dans un monde qui se globalise, où on a très souvent envie de parler anglais parce que ça facilite beaucoup de choses. Le monde francophone revêt toujours une importance particulière parce que nous sommes un marché particulier. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure. C'est 300 millions de personnes aujourd'hui. D'ici 2050, c'est 700 millions de personnes qui partagent la même langue, qui ont très souvent une histoire commune. Et donc, c'est un marché important. Nous, au Bénin, par exemple, nous essayons de mettre en place un écosystème, pas seulement pour être dans ce mouvement de technologie, de start-up, mais aussi parce qu'on veut soutenir des entreprises et des start-up qui permettent de régler des problèmes du quotidien. Et je vous invite à visiter le stand Bénin Innove, où nous avons une dizaine de start-up. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé. Donc comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une start-up qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible au dernier kilomètre, ou comment partager et accompagner les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, donc vraiment dans des secteurs complètement différents. Et cela permet aussi de montrer que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la technologie en français existe et c'est important. Est-ce qu'il y a par exemple des bonnes pratiques en termes de fiscalité ou en termes de gestion des finances d'un pays? On va développer un programme avec vous. Donc ici par exemple vous avez un programme avec Moulay Tabouré de Anka sur la levée de fonds. Il faut apprendre en fait aux jeunes talents africains à lever des fonds auprès des investisseurs. Il y a une inadéquation entre les formations que les étudiants suivent et le marché de l'emploi et l'employabilité derrière. Donc on prend le problème à l'envers. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'en face on a énormément d'étudiants. On a des établissements de formation, donc on les met en relation, on assure l'expérience. Un étudiant qui a son bac à Cotonou, qui veut venir à Paris par exemple pour faire ses études, il peut ouvrir son compte bancaire avec... on peut le faire en ligne, j'espère. En ligne, avec son passeport. Évidemment qu'à l'heure du numérique, où aujourd'hui tout le monde n'a que de la monnaie numérique dans la poche, et l'État a besoin aussi d'avoir un track record sur l'activité des marchands, ce genre d'outil va devenir de plus en plus utile. Et on le pousse maintenant dans le retail, au lieu de le faire uniquement pour le commerce en ligne comme d'habitude. Je l'annonçais au début de cette édition, dans un communiqué en date du 10 octobre 2024, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le Bénin a conclu un accord de suppression de visa avec 6 nations d'Afrique, de l'Amérique et de la Caraïbe. Il s'agit du Belize, de l'île de Grenade, du Commonwealth, de la Dominique, de l'île Maurice, de Sao Tomé et Principe et des Seychelles. Cet accord a été signé entre le Bénin et ces 6 pays lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les autorités béninoises se réjouissent de cette nouvelle prouesse diplomatique. Elles s'engagent à renforcer la politique d'ouverture et de la facilitation de la mobilité des personnes afin de conclure d'autres accords de visa et mieux révéler le Bénin au monde. Il faut rappeler que le Bénin a exempté tous les citoyens des pays d'Afrique de visa pour entrer sur son territoire.
Le ministère des Affaires étrangères interpelle les ressortissants béninois à s'abstenir de se rendre au Liban. C'est à travers un communiqué de presse en date du 8 octobre 2024. Suivez plutôt. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin, vivement préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Liban, appelle avec insistance tous les ressortissants béninois à s'abstenir de se rendre dans ce pays. Le ministère invite également tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Pour ceux qui ne sont pas en possession de leurs documents de voyage, le ministère les encourage à solliciter un laissez-passer et autorisation parentale pour des enfants de moins de 18 ans qui leur permettra d'effectuer leur voyage dans les meilleures conditions. Ces services sont disponibles sur le portail de service public https://service-public.bj. Enfin, le ministère invite l'ensemble des Béninois vivant à l'étranger à s'inscrire gratuitement sur le portail e-diaspora au lien https://idiaspora.service-public.bj au registre des Béninois de l'extérieur afin de bénéficier de la protection consulaire et des diverses facilités administratives mises à leur disposition par le gouvernement. Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter le consulat honoraire du Bénin au Liban. Téléphone +961 3 655 008. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Téléphone +229 21 30 09 06. Email idiaspora@gouv.bj. Dans un autre registre à présent, le vendredi 11 octobre 2024, Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, a accueilli une délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption conduite par Maître Jacques Migan pour une rencontre qui s'est focalisée sur la situation des professionnels des médias au Bénin. Lors de cet échange, les discussions ont porté sur les défis auxquels sont confrontés ces acteurs, notamment les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. Des propos recueillis par Canal 3 Bénin. Soit qu'après notre nomination et surtout après la prestation de serment, et surtout que l'équipe du Haut Commissariat est constituée, que nous rendions une visite de courtoisie aux différents responsables des institutions. Je ne crois pas au hasard. Il se fait que ce jour, nous avions rendu une visite de courtoisie au président de la HAC. Vous vous souviendrez que le 22 juillet dernier, nous avions prêté serment en même temps que les membres de la HAC. Je crois que c'est un honneur pour nous. Et vous savez, en rencontrant le président, nous avions évoqué un certain nombre de sujets relatifs aux acteurs des médias. On dit souvent chez nous que la presse est indépendante, elle est libre. Mais comment peut-on parler de liberté de la presse quand on sait que les acteurs ne sont pas indépendants? Comment peut-on parler de liberté de la presse quand les acteurs, c'est-à-dire les journalistes que vous constituez, les techniciens, ne vivent pas dans de très bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail? Lorsque vous n'avez pas les conditions qu'il faut pour travailler, nécessairement, il y a la dignité qui se perd. Il y a l'éthique qui n'est pas là. Et ça conduit vers la corruption. Là, lorsque vous créez les bonnes conditions aux gens, vous commencez déjà à les prévenir contre tout ce qui peut être ou effacer, je dirais, leur dignité, l'éthique. Donc, nous sommes au niveau du Haut Commissariat, nous allons accompagner la HAC pour qu'un travail se fasse dans ce sens, pour que les responsables de presse honorent leur engagement, fassent monde responsable envers leurs collaborateurs que constituent les salariés, c'est-à-dire les journalistes, les techniciens, pour qu'ils vivent dans des conditions de vie décentes.
Toujours dans le même registre, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a animé ce vendredi 11 octobre 2024 un point de presse à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. C'était l'occasion de faire la lecture de la décision numéro 009 ODEM 9-10-2024. Le vice-président Fumé Bekan, vice-président de l'ODEM, au micro de Francis Fahmi, présente l'essence de la décision. L'ODEM déclare recevable la plainte de M. Augustin Sourou-Dohou, condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie de la presse béninoise. Article 1. Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Article 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Article 6. Le journaliste s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. Article 9. L'information et la publicité doivent être séparées. Article 11. Le journaliste s'interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications. L'ODEM invite alors le journal L'Audace Info, conformément à l'article 3 du Code de déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. L'ODEM attire l'attention de l'opinion nationale et des associations fêtières sur la violation répétitive des dispositions du Code de déontologie de la presse par le journal L'Audace Info. Par conséquent, l'ODEM prendra les dispositions requises pour transmettre à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC les diverses plaintes reçues au sujet du journal L'Audace Info et les décisions y afférentes. L'ODEM invite tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à respecter les textes qui encadrent le métier du journalisme afin de restaurer l'image de notre corporation bafouée par certaines productions. Ce point de presse a également été le lieu pour le président de l'autorité d'autorégulation des médias, Ulrich Vital, a entendu d'adresser un message d'exhortation générale aux acteurs de la presse béninoise. Depuis mars 2024, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, observe avec consternation de graves cas de violation répétée du code de déontologie par certains journaux, pourtant régulièrement autorisés en République du Bénin. Des écrits d'une violence rare, d'une atteinte flagrante à l'éthique, à la morale et au bon sens sont publiés et signés par des journalistes détenteurs de la carte de presse au péril de notre engagement collectif pour la paix, la cohésion nationale et sous-régionale. Des publications à caractère ethnocentrique régionaliste sur des pays voisins comme le Burkina, le Niger, le Togo, font le tour des réseaux sociaux en dépit des vagues de sensibilisation et d'information, des séances de travail et des visites in situ organisées par l'Observatoire des médias au Bénin. Des propos injurieux et haineux, teintés de mépris et d'insolence, abondent dans l'espace public national sous la plume de journalistes qualifiés. Les articles 1, 2, 8, 10, 11 et 19 sont constamment violés par ces professionnels dont les écrits sont loin d'honorer le métier. L'Observatoire informe que ces articles violés stipulent en substance l'honnêteté et le droit du public à des informations vraies, la responsabilité sociale du journaliste, la séparation des commentaires des faits, l'incitation à la haine raciale et ethnique, le sensationnel, le devoir de compétence. L'Observatoire rappelle que nous sommes à la veille des élections générales au Bénin,
une période sensible qui nécessite une grande éthique professionnelle du journaliste. L'ODEM exhorte les autorités politiques à faciliter l'accès aux sources d'information aux journalistes dans l'exercice de leur métier pour éviter les imaginations fécondes de nos organes de presse. L'ODEM rappelle à la mémoire collective que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril nos sociétés requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. L'Observatoire invite une fois encore tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise qui constitue notre référence. L'Observatoire en appelle à la responsabilité de tous pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement durable, et ce, surtout en cette veille électorale. Parlons santé à présent. Chaque année, le mois d'octobre se part de rose pour sensibiliser la population au cancer du sein et à l'importance du dépistage à tout âge. C'est également l'occasion d'intensifier les efforts de recherche dans la lutte contre cette maladie dévastatrice, d'où le nom d'Octobre Rose. À cet effet, plusieurs séances de campagne de sensibilisation sont organisées pour entretenir les femmes sur le mal et surtout les sensibiliser sur le dépistage qui reste le moyen le plus sûr pour le détecter à temps en vue d'une prise en charge le plus tôt possible. Les détails d'une séance de sensibilisation suivie par une équipe de Canal 3 Bénin. Venues de divers horizons, ces femmes se sont mobilisées ici pour dire non à l'un des cancers le plus fréquents chez les femmes, le cancer du sein. Sensibiliser les femmes sur le mal et les amener à s'auto-palper et à se faire dépister pour limiter les cas de décès liés à la maladie. C'est l'objectif de cette rencontre qui a débuté par une séance de fitness. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au dépend du sein par une multiplication anarchique des cellules du sein. Les signes d'alerte, nous avons le sein qui peut être tuméfié. Nous avons un aspect en peau d'orange. Vous voyez comment l'orange est, les trous qui se présentent au niveau de l'orange. Nous avons un écoulement qui peut inquiéter. Nous avons et la plupart du temps un nodule au niveau du sein qui peut être très douloureux et qui peut s'accroître au fil du temps. Donc ça doit amener à consulter. Ça passe par l'autopalpation en fait. C'est le dépistage surtout. Donc l'autopalpation, il faudra le faire tous les mois en dehors des règles. Et puis, il faut également faire un dépistage, je veux dire, il faut se faire palper les seins une fois par an par un professionnel de santé. Et il y a aussi la mammographie de dépistage qui est indiquée chez les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Comment se fait l'autopalpation et suivant quelle fréquence? La question a été longuement abordée lors de cette rencontre avec la spécialiste de la question. La gynécologue explique ici les techniques et les différentes étapes de l'autopalpation du sein. Quand vous êtes debout devant un miroir, vous mettez une main derrière votre tête, le buste il est redressé. Vous essayez de diviser le sein en 4 parties égales. Donc avec les 4 doigts posés à plat, vous palpez chaque cadran. Vous compressez bien contre la paroi thoracique, cadran par cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous finissez par le mamelon que vous pressez pour voir s'il n'y a rien qui sort. Vous faites pareil du côté opposé. Il faut essayer de palper également les aisselles ou palper la clavicule pour voir s'il n'y a pas des ganglions. Plus de 2/3 des cancers du sein surviennent après 50 ans. La maladie peut se déclarer, mais est rare chez les femmes de moins de 35 ans. Les hommes sont aussi invités à se palper les seins parce qu'ils ne sont pas totalement épargnés. Après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, novembre sera consacré au cancer de prostate chez les hommes. Éducation à présent, afin de redonner un nouveau visage à l'enseignement maternel et primaire à la prise du pouvoir du régime de la rupture, plusieurs réformes ont été engagées. Salimane Karimou, ministre de l'enseignement maternel et primaire, nous en dit plus. C'était lors de l'émission Reddition de comptes co-animée par les confrères Marie-Lia Riamadjo de la télévision nationale et Franck Aounou. Il vous souvient que le 16 décembre 2016, le régime de la rupture qui venait de s'installer a présenté au peuple béninois ce qu'il convient d'appeler le programme d'action du gouvernement 2016 à 2021. Et chaque sous-secteur devrait présenter au peuple ce qu'il entendait en ce moment-là faire pour relever le défi. Et faire quelque chose pour relever des défis suppose que le diagnostic a été fait.
Ce que nous avions essayé de faire également au niveau de ce secteur des enseignements maternels primaires, en prenant en compte chacune des composantes du système éducatif béninois, notamment du sous-secteur des enseignements maternels primaires. La première composante, c'est l'accès, l'équité, la rétention au niveau de l'école. La deuxième composante porte sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons à dessein mis un peu de côté la composante relative au pilotage et au service, n'est-ce pas, au soutien des services. Voilà un peu ce que nous avons fait. Alors, au niveau de l'accès et de l'équité de rétention, qu'il vous souvienne que ce qui concerne l'accès prend en compte les infrastructures scolaires. En 2016, le déficit en termes de salles de classe était criard. Suffisamment criard. On avait noté d'insuffisance de salles à hauteur de 8 794. Donc, il y avait un déficit criard ou criant de salles de classe en ce moment-là. Il fallait faire quelque chose. Donc, dans le programme d'action du gouvernement numéro 1 en 2016, nous avions déjà annoncé au peuple béninois que chaque année, durant le PAG 1, nous allons mettre à disposition 6 000 salles de classe. Ce qui converse que chaque année, il fallait faire de répartition pour obtenir un certain nombre de salles de classe. Et nous devrons pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles de classe. Nous avons mis que nous allons réhabiliter 1500 salles de classe, ce soit durant le quinquennat. En termes de réhabilitation, nous avons pu réhabiliter 3000 salles de classe jusqu'à aujourd'hui. Mais les perspectives, c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai, nous avons pu réaliser des choses, mais le chemin reste encore long. Parce que l'élément a parlé de disparités et je vous avoue qu'il en existe toujours. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement pour l'avenir? C'est de mettre en place une carte scolaire. Une carte scolaire qui permettra au gouvernement actuel et au prochain gouvernement également de pouvoir satisfaire les besoins des populations en termes d'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des localités où les populations s'organisent parce que le besoin se fait sentir et que le plan de gouvernement n'est pas encore arrivé à leur niveau pour créer une école ou bien peut-être pour étendre certaines salles de classe, ils prennent des initiatives. Ce qui, généralement, disons, porte à mal, n'est-ce pas, les prévisions qui sont faites. Alors, à partir d'une carte scolaire en bonne et due forme, alors l'État verra réellement qu'est-ce qui convient à chaque localité et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, on n'aura plus de créations sauvages ou des extensions sauvages. Suivons ensemble ce reportage réalisé par la présidence du Bénin qui nous plonge dans les réformes engagées en matière d'infrastructures dans le secteur de l'enseignement maternel et primaire au Bénin. Paralysé de façon permanente du fait des grèves intempestives, du manque d'enseignants et surtout d'infrastructures scolaires, le système éducatif béninois était en agonie. En 2016, le Bénin affichait un déficit de 8 794 salles de classe dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. En 2024, 8 ans plus tard, le gouvernement a construit 8 000 salles de classe, puis réhabilité 3 000 autres. Mieux, la construction de logements pour les enseignants fait désormais partie intégrante des projets de construction d'infrastructures scolaires, ceci dans le but de faciliter leur insertion dans le milieu et leur assurer de bonnes conditions de vie. Sincèrement, nous ne pouvons que remercier le gouvernement pour ce don, parce que ça a été un très grand soulagement pour nous et pour les petits-enfants. En réalité, on avait 5 sections d'enfants ici dans cette école. Ces 5 sections étaient entassées dans une salle de réunion avec l'aide du gouvernement qui d'ailleurs a pris à bras le corps la préoccupation de sa population et des enfants surtout. On a pu acquérir ce bâtiment. Dieu merci, on a pu avoir ce grand bâtiment composé de 6 classes aujourd'hui. Et vous allez le constater, les enfants sont trop à l'aise. Très bien, les enseignants travaillent dans des conditions optimales. Ça se passe très bien ici dans cette école et nous sommes très heureux. Je remercie le gouvernement parce qu'il nous a construit des bâtiments. Grâce à ces bâtiments, nous travaillons bien à l'école. Je remercie le gouvernement Patrice Talon. Le Bénin a donc amélioré considérablement son ratio élèves-salle de classe, dont la moyenne aujourd'hui est en dessous de la norme en vigueur, soit 40 élèves par salle de classe au lieu de 50
prévus par la norme EQF, même s'il subsiste néanmoins des disparités qu'il travaille à réserver. Nous ne pouvons que remercier ce gouvernement. Son Excellence, le président Talon, il fait de son mieux. Il fait de son mieux et nous ne pourrons que l'encourager à aller dans ce sens. Finir avec les effectifs pléthoriques, finir avec les travaux dans les salles de classe délabrées, c'est l'idéal auquel aspire le gouvernement. Cependant, petit à petit, l'école béninoise fait peau neuve et révèle le Bénin. Célébrée depuis 1994, la 31e journée mondiale de l'enseignant a été commémorée le samedi 5 octobre 2024. Le 5 octobre de chaque année, une date qui commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation UNESCO-OIT concernant la condition du personnel enseignant, ceci en 1966. Elle donne l'occasion de rendre hommage aux enseignants et au rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux. À cet effet, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée au quotidien des enseignants dans une école dans le nord du Bénin à l'occasion de cette célébration. Ensuite. Nous sommes ici à l'école maternelle d'Albarika. Cette école accueille au moins 150 apprenants avec pour institutrices exclusivement des femmes. Vous savez, je n'ai que des collaboratrices. Donc, ce sont des femmes que je tasse d'Amazon. Ce sont de braves collaboratrices qui aiment leur travail, qui se donnent la tâche. Vous savez, ce n'est pas facile de concilier les obligations de la maison à celle de la fonction, à celle de la profession à l'école. Au nombre de 5, ces femmes exercent un métier souvent perçu comme celui des hommes. Malgré les tâches ménagères qui sont des charges constantes, elles redoublent d'efforts pour se forger une place dans la société, un défi loin d'être facile. Vraiment, je vous avoue que ce n'est pas chose facile, c'est un peu difficile pour nous, surtout les femmes. Finir avec les enfants ici, retourner à la maison et continuer. Mais nous nous plaisons dedans parce que vraiment, c'est un truc que nous avons choisi faire ce métier-là et nous arrivons à nous organiser de certaines manières quand même pour nous réussir. Notre métier avec la maison, c'est pas facile. Mais quand même, on arrive à gérer. C'est vrai que nous sommes des enseignants, on a opté pour servir. Il y a aussi le foyer qui nous attend. Donc, on se sacrifie en réalité pour pouvoir être bien dans tous les côtés. Entre les exigences du travail et celles du foyer, ces femmes sont constamment prises entre l'enclume et le marteau. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces Amazones rencontrent de nombreuses difficultés. Il y a des enfants qui nous échappent parfois à la sortie. Peut-être ensemble là, mais le temps de sauver notre là-bas, il vous a déjà échappé. Et comme ça, quand le parent vient le trouver au portail, c'est problème quoi. Vous ne vous occupez pas des enfants, vous laissez les enfants comme ça. Bon, en tout cas, on essaie de les expliquer quand même. Mais ils ne comprennent pas facilement. Si les enfants sont nombreux, les enfants ne suivent pas les activités dans leur sexe. Pas que les enfants. Ça fait que déjà, à 8h30, normalement, on doit commencer les activités sexuelles. Mais ça fait que des fois on attend jusqu'à 9h parce que les parents amènent les enfants tard et ça nous empêche dans le déroulement des activités. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants proclamée par les Nations Unies, elles n'ont pas manqué d'encourager leurs consoeurs à persévérer dans leur mission éducative. Cette journée où nous fêtons, nous célébrons l'enseignant. Je voudrais demander à chaque enseignant de faire son travail comme cela se doit. Le métier, ce n'est pas facile, mais nous avons choisi le faire, que nous puissions le faire et avec amour pour les enfants que nous avons à notre charge et le bon Dieu nous récompensera en retour. À mes collègues enseignants, la femme, si une femme travaille là, elle a des fonctions de son service. Donc, je vous souhaite le courage et la patience. Juste bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin et que courage à nous.
Malgré ces défis qui semblent être de véritables obstacles, elles persévèrent dans leur mission d'enseignante et de mère de famille. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine s'est tenue sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon, avec à la clé plusieurs décisions. Suivons ensemble le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Nyangoubedji, pour plus de précisions. Ce mercredi 9 octobre 2024, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la teneur. S'agissant de communication, en point 1, sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l'année 2024 dans le cadre de Arche Formation. Pour rappel, le volet formation du projet Arche vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans. Seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l'informel, avec pour finalité d'améliorer la qualité de leur production, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus. À cet effet, pour pallier la rareté et l'inadéquation des centres de formation, ainsi que l'insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023 à la préqualification de certains d'entre eux, ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l'appui des experts métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage. C'est donc de ce répertoire que proviennent les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2676 artisans. En point 2, contractualisation dans le cadre du projet de construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Kogbato, à Cotonou. Le dit centre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville, dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres, ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, directeur général des eaux, forêts et chasses, M. Adjakou Akoutan Adjenda. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de la Société béninoise de développement des semences végétales et des plants, M. Balbir Singh. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, secrétaire générale adjointe du ministère, Madame Sakinato Gambari Imoru Adegute. Directrice générale des Affaires sociales, Madame Nadej Aoga. Conseil technique au suivi des projets, Monsieur Bruno Gbehento. Directeurs départementaux ainsi qu'il suit. Atakora, Monsieur Bertin Ndakwagou. Atlantique, Madame Mélanie Asogba. Borgou, Madame Koteina Noma Setei. Colline, Madame Geneviève Arao. Koufou, Monsieur Nicolas Egui. Donga, Madame Elodie Gounou Kora. Littoral, Monsieur Noah Agbafa Padonou. Mono,
M. Étienne N. Noukpo. Et puis Zou enfin, Mme Ariane Adjolohun. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a tenu sa rentrée judiciaire 2024-2025 le mercredi 9 octobre sur le thème « La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET face aux infractions émergentes, forces et faiblesses ». Lors de cet événement, le procureur spécial près la CRIET a dressé un bilan. Il a révélé que sur une période de 6 ans, 6 358 procédures ont été traitées. Celles-ci englobent 55 cas de corruption, 116 affaires de détournement de fonds publics, 35 dossiers de fraude fiscale et 149 procédures de trafic international de drogue à haut risque. Le compte rendu de la séance avec nos confrères de la STRB. Le tribunal de première instance de Parakou a enregistré 2133 dossiers. Occasion solennelle de compte rendu de travail abattu une année durant et d'annonce de perspectives pour l'année qui suit. La Cour d'appel de Parakou sacrifie à la tradition de la rentrée judiciaire 2024-2025. La rentrée judiciaire, c'est un rituel sacramentel. Il s'agit d'une audience solennelle, au cours de laquelle la compagnie judiciaire est invitée, tous les acteurs de la justice, y compris les justiciables, sont invités pour un compte rendu. Cette rentrée est placée sous le thème « Le système de l'intelligence artificielle et le service public de la justice, enjeux et perspectives ». D'une délinquance qui explose avec l'émergence de nouvelles incriminations, d'une abondance des conflits sociaux, tout ceci sous le joug du respect du délai raisonnable, l'importance de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur de la justice n'est plus à démontrer. Mais elle ne doit jamais se substituer à l'appréciation humaine. L'intelligence humaine étant, à notre sens, moins rapide, moins pratique, mais toujours de plus grande qualité que l'intelligence artificielle. Toutes les réflexions faites tendent à conclure que non. Quoique cette technologie, nous devons l'appréhender avec mesure et prudence. L'Union nationale des magistrats du Bénin rassure du professionnalisme de ses membres et sollicite juste un peu de moyens pour améliorer la qualité de leur travail. Nous sommes des hommes et femmes formés, compétents, il nous faut nous donner des moyens. Au lendemain de cette cérémonie, les salles des audiences des cours et tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Parakou ouvrent de nouveau leurs portes. Le premier président demande aux justiciables de leur faire confiance. Parlons consommons local à présent. Plusieurs personnes préfèrent consommer les produits importés au détriment des produits locaux. Un comportement qui ralentit l'essor de la production locale et dévalorise le Made in Bénin. Pour comprendre les raisons qui motivent ce choix, Quentin Amoussou et Jessou Gogbenou se sont rapprochés de quelques producteurs et consommateurs. On suit ensemble leurs opinions. C'est le mois d'octobre et ce mois est dédié à la consommation de nos produits locaux. Donc, je ne voudrais pas me faire compter l'histoire. Je me suis déplacé moi-même pour venir voir ce que nous avons du point de vue production locale. Et donc d'abord, c'est la première curiosité qui m'a amené. Mais je ne suis pas déçu parce que quand je parcours les stands, déjà je suis impressionné par la diversité des produits installés. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion encore de tout voir. Mais je pense que du point de vue présentation, le Bénin est en train de beaucoup travailler. Parce que les emballages, le problème d'emballage qui s'oppose par rapport à nos produits est en train d'être réglé. J'ai vu sur un stand là déjà nos liqueurs, ils ont présenté comment on appelle, une gamme de liqueurs. Et c'est très bien présenté. C'est pas loin de ce qu'on trouve sur les autres stands à l'international. D'abord le wassa wassa, on n'en trouve pas si souvent que ça, comme ça sur le marché. Ensuite, il faut encourager justement les entreprises qui essayent d'améliorer la qualité du produit, en particulier la qualité sanitaire. Si vous achetez de wassa wassa au marché, quand même, vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il n'y a pas eu un peu de contamination, tandis que quand vous l'achetez dans une entreprise qui répond à un certain nombre de normes, la qualité en général du produit, son emballage, tout ça, c'est un peu plus, quand même, un peu plus performant. Donc c'est vraiment à encourager.
Bon, indépendamment de ça, j'aime beaucoup le wassa wassa. Donc j'aime beaucoup les produits à base d'igname et le wassa wassa en particulier. Donc voilà, c'était la raison. Je me suis fait plaisir aussi en même temps que j'encourageais l'artisanat local. Je voudrais saluer l'initiative pour dire que elle est vraiment la bienvenue parce que cela nous permet à nous consommateurs d'être au contact des produits à la base. Et deuxième chose, cela permet de vulgariser tout ce qui se fait par les transformateurs, les acteurs à la base. Parce que s'il n'y avait pas cette initiative, on n'aurait pas pu découvrir tout ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est quand même une belle initiative à saluer. Je trouve que le Bénin évolue. Ce qui reste à voir, c'est le rapport qualité-prix. Parce qu'il y a le prix, il y a la qualité aussi. C'est sur ce point que je pense qu'avec le temps, le Bénin va beaucoup travailler et permettre quand même que les produits ne restent pas seulement que local, que les produits quittent le Bénin pour aller ailleurs. Et c'est en cela que nous allons beaucoup gagner. Cette grande activité organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce est quand même une opportunité pour nous, projets, programmes qui intervenons dans le secteur agricole, dans la promotion des produits locaux, afin que les acteurs agricoles que nous accompagnons puissent vraiment développer plus de visibilité, renforcer la visibilité autour de leurs produits et pouvoir nouer des relations d'affaires, pouvoir faire connaître davantage leurs produits et pouvoir identifier de nouveaux clients. Sport dans cette édition pour boucler en fin d'après-midi du vendredi 11 octobre 2024 face aux Amavoubi. En se remettant en route pour Rabat, la capitale marocaine, les poulains du coach allemand Gernot Rohr se sont tirés d'affaire en s'imposant 3-0 face aux Rwandais au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors de la 3e journée des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc l'année prochaine. En effet, les Guépards du Bénin ont assumé leurs responsabilités dès l'entame du match en ouvrant le score à la 7e minute, but du capitaine Steve Mounier. Suivant au micro de nos reporters quelques citoyens béninois qui expriment leur satisfaction après cette victoire. Aujourd'hui, ils nous ont régalé, sincèrement parlant. Ils ont bien joué. Nous aussi, nous sommes très fiers d'eux. On n'espérait pas ça. On se disait qu'on allait peut-être juste gérer l'histoire de juste gagner le match 1-0 et tout. Mais là, ils nous ont vraiment surpris. 3-0 pour le Bénin. Il y a longtemps, on a vu ce score-là. Vraiment, j'ai apprécié leur comportement. Ils ont mouillé un peu le maillot et ils nous ont donné la victoire. C'est quand même une bonne chose. La rencontre a été bien vécue parce que déjà en première partie, ils ont lésiné un peu. Le jeu était un peu timide. Mais à la deuxième partie, ils nous ont vraiment surpris. Ils ont vraiment levé les pieds et on a remarqué ça par le résultat de fin de jeu. Je vois que vraiment il y a l'entraîneur qui a mis certaines choses qui n'est pas mal. Et je crois qu'il commence par retrouver de bons joueurs dans les compartiments du jeu. On ne s'attendait pas à un tel résultat, mais ils nous ont surpris. Ils nous ont tellement surpris ce soir-ci. Pour le match de retour, je crois que l'entraîneur doit encore revoir des erreurs, c'est-à-dire le fait de distribuer les passes, surtout en milieu du terrain. Parce que c'est le milieu du terrain qui est une équipe. Si le milieu du terrain n'est pas bien et comporté correctement, vraiment, ça ne donne pas une bonne chose. Pour le match retour, comme c'est un déplacement à Kigali, je n'espère pas trop ça, je n'espère pas trop le score là. Du coup que c'est un déplacement à Kigali, on va essayer de juste gérer là-bas 1-0 ou un match nul là. Ça peut déjà nous mettre dans une bonne position dans la poule. Le match retour, moi j'aimerais bien sûr qu'ils fassent la même chose. Ils n'ont qu'à essayer de garder, de mouiller le maillot comme ce soir et de faire plus qu'aujourd'hui. On n'espérait pas une victoire in extremis, mais un match nul, ça ira bien.
La 11e édition des Jeux universitaires du Bénin aura lieu du 9 au 14 novembre prochain à Djougou. Les athlètes hommes et dames vont compétir dans 5 disciplines, à savoir le football, le basketball, le handball, l'athlétisme et le volleyball, qui est la nouveauté pour cette édition 2024. En prélude à la compétition qui démarre dans un mois, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires a procédé au tirage au sort des différentes équipes en présence des athlètes et dirigeants des différentes universités concernées. Au total, 15 universités publiques et privées sont engagées dans les Jeux. Voici la configuration des groupes au thème du tirage au sort avec Canal 3 Bénin. On a EST, Locosa et EFES Sapienza de Parakou. La poule B est composée de l'UATN Gaza Formation de Cotonou, des AE de Cotonou et de CU à Diara. Voilà le verdict du tirage au sort des Jeux universitaires du Bénin version football hommes et dames. Football dames, poule unique puisqu'il y a 4 équipes, IGIB Africa, INGEPS, Flash UP et FLAC. Un tirage au sort qui prend en compte aussi d'autres disciplines, notamment le handball masculin et féminin, le basketball hommes et dames, le volleyball masculin et féminin et l'athlétisme. Bénéficiaire de la 11e édition des JUB, le directeur départemental des sports de la Donga rassure de la bonne organisation de ces Jeux. Vraiment, grande est ma joie que Djougou accueille la 11e édition. Tout le reste était concentré au sud. Il a fallu la vision d'un homme, à savoir le DG OPSU, et qui a été entériné par le ministre des Sports. Merci à eux d'avoir pensé décentraliser les Jeux pour qu'au moins le Nord vive un peu la ferveur de ce qui se passe dans le ministère. Structure organisatrice de ces Jeux sur la phase nationale, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, à travers le ministère des Sports, s'attelle à la promotion de toutes les disciplines que compte le sport national. La particularité de cette édition, c'est que dans les 5 disciplines que nous avons, on a un homme et un dame, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. C'est-à-dire que le genre a été de mise cette fois-ci, et également le volleyball qui n'a pas toujours été la discipline qui est associée à l'ensemble de nos différents jeux. Aujourd'hui, l'OPSU s'est aligné sur les 5 disciplines que le gouvernement est en train de promouvoir. Nous sommes prêts à introduire d'autres disciplines à condition que ces disciplines soient pratiquées dans les universités. Peu avant le tirage au sort, les athlètes ont évoqué, entre autres préoccupations, la participation des universités du Bénin aux compétitions africaines et mondiales. En réponse, selon le directeur de la promotion des sports scolaires et universitaires, l'OPSU travaille à faire représenter les meilleures équipes du Bénin aux Universiades de 2025. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.